Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce Trésor du Nord, je vous emmène dans le village le plus haut des Flandres, à savoir Cassel, pour découvrir au niveau du patrimoine le musée de Flandre-Cassel. Le musée qui met en avant les artistes flamands du XVe siècle et qui fait des liens avec les artistes contemporains. Venez, je vous emmène avec moi. C'est ça qui est toujours intéressant au musée de Flandre, c'est qu'après on peut toujours retrouver des tableaux qu'on aura vus par la suite. Et justement, puisqu'on parle du musée de Flandre, bonjour Cécile. Cécile Lafont, la directrice du musée de Flandre. On est ici chez vous. C'est un vrai plaisir d'être dans ce musée exceptionnel et j'aimerais bien qu'on raconte un peu l'histoire, qu'on aille faire un tour dans cette expo permanente et la temporaire surtout, qui raconte l'histoire de deux amis particuliers. On ne va pas en dire plus pour l'instant. C'est ça. On vous suit? Eh bien, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on retrouve de manière générale dans cette collection permanente? Alors en fait, le musée de Flandre, c'est un musée qui est dédié à la culture flamande du XVe siècle jusqu'à l'art contemporain. Donc on va avoir évidemment des œuvres d'art ancien, mais aussi des artistes contemporains belges, puisque la scène artistique flamande est très foisonnante encore aujourd'hui. Le but, c'est de créer donc ces passerelles entre tous les arts. C'est ça. En fait, on a dans chaque salle du parcours permanent au moins une œuvre contemporaine qui nous permet de faire des passerelles justement entre les arts et entre les époques surtout. On a surtout des œuvres beaux-arts en effet, donc des tableaux, des sculptures, des arts graphiques aussi comme des gravures. Et les œuvres qu'on retrouve donc dans le musée de Flandre, ce sont les œuvres du musée. Il y en a qui sont cachées, qui sont en restauration. Il y a un roulement. Alors en effet, ce sont les œuvres du musée, mais pas que. On a aussi beaucoup d'œuvres qui nous viennent de dépôts, de musées de la région, comme par exemple du musée des Beaux-Arts de Valenciennes ou de collections privées. Et également, en effet, des fois, on fait des restaurations qui permettent de retravailler le parcours permanent, qui n'est en fait permanent, c'est un mauvais mot parce que c'est jamais un parcours permanent. Il est jamais figé, il évolue en fonction au gré des prêts, des restaurations ou des dépôts. Cécile Lafont, on est ici dans la salle du portrait. Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour le musée de Cassel et en quoi elle raconte l'histoire de ce lieu? Alors c'est une salle en effet qui est importante parce que déjà on l'a mise en place avec la refonte de notre parcours permanent en 2022. En 2022, on a retravaillé complètement le parcours, donc grâce notamment à un important dépôt du musée des Beaux-Arts de Valenciennes qu'on a intégré. Et donc dans cette salle, nous avons voulu expliquer un petit peu l'histoire de la Flandre par l'intermédiaire de différents portraits, comme par exemple les archiducs Albert et Isabelle qui ont régné sur la Flandre au début du XVIIe siècle, et aussi par l'intermédiaire d'une table tactile. Donc à partir de 15 cartes qui vont du 9e siècle jusqu'au 19e siècle et la création de la Belgique en 1830, on essaye d'expliquer justement aux enfants mais également aux parents comment a pu se constituer ce qu'on appelle la Flandre aujourd'hui. Ça c'était une demande, cette histoire de la Flandre, mais racontée ainsi. Il y avait des demandes de la part des visiteurs? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait de nombreux visiteurs qui nous demandent depuis l'ouverture du musée en 2010 finalement, pourquoi un musée de Flandre en France, à Cassel, et pourquoi c'est pas en Belgique. Et finalement, cette histoire de Flandre en carte, elle n'existait pas. C'est vraiment un très gros travail de recherche, notamment dans la création de ces fonds de cartes qui n'existaient pas du tout. On a fait appel aussi à deux historiens, un Français et un Belge, des universitaires, pour essayer d'être le plus objectif possible, parce que vous savez que dans l'histoire, il y a toujours une partie un petit peu non objective ou avec peut-être certains jugements de valeur, et on a essayé de contenter le plus de personnes possible, sans compter qu'on a beaucoup de public belge au musée, donc c'était important d'être le plus impartial possible. Ce musée avant, c'était l'hôtel de la Noble Cour. Qu'est-ce qu'on y faisait? Parce qu'il y a des choses aussi spécifiques. Oui, alors en fait c'est une ancienne châtellenie. Donc une châtellenie, on est avant la Révolution française. En fait, c'est la Révolution française qui va faire que ça n'existe plus, les châtellennies disparaissent.
C'était un organe administratif, judiciaire et financier. Donc on y frappait la monnaie. On y éditait les lois. Vous avez par exemple un sceau de la Châtellenie de Cassel qui est présenté dans ce cabinet qu'on appelle un cabinet dit anversois avec des multiples tiroirs. Vous avez un encrier aussi qui vient de la Châtellenie de Cassel. Et la dernière chose, la dernière fonction très importante, c'est qu'on y rendait la justice. C'était également une cour de justice pour 54 paroisses autour de Cassel. On va aller dans le jardin, oui. Parce qu'il y a un élément important à nous montrer. Et puis il se passe des choses dans ce jardin aujourd'hui liées à une exposition temporaire. On va vous en parler également. Et puis on refera après le tour, on reviendra dans ce musée. Cécile, ici c'est la cour, c'est ça, du musée? C'est ça, la cour qui donne ensuite sur le jardin. Alors, avant d'aller voir le jardin, moi je voudrais dire, on est typiquement chez nous. Ah bah oui. Ces briques rouges, c'est nous, alors que la façade n'est pas du tout identique. La façade est plutôt d'inspiration renaissance italienne avec la pierre de taille ici. Comme vous dites, on est vraiment dans une inspiration totalement flamande avec l'utilisation des briques rouges ou encore les fenêtres à meneaux, vous savez, avec ces petits carreaux, ou encore plus haut, le pignon à pas de moineaux. Donc les pas de moineaux, ce sont ces escaliers comme ça qui sont sur le pignon, qui sont typiquement flamandes. Et tout à l'heure, vous nous parliez qu'il y avait quelque chose qui existait avant et que Louis XIV a abrasé. Arasé. Arasé. Alors, c'est quoi? Eh ben, c'est un beffroi. Nous, en tout cas, on avait une tour qui était quand même plus haute que cette tourette actuelle, qui dépassait, qui allait au-dessus de la toiture et qui était le symbole du pouvoir de la Châtellenie de Cassel. Et forcément, après la conquête de la Flandre par la France, ça n'a pas plu à Louis XIV qui a décidé d'araser la tour en même temps qu'il a arasé les remparts de la ville. Une petite pièce qui est assez intéressante, on ne pourra pas y entrer. C'est ici. De quoi s'agit-il, Cécile? Alors, c'est la cave du musée. C'est une très grande cave. Il faut s'imaginer qu'elle est très, très grande, cette cave. Bon, pas très haute de plafond. Mais par contre, on a des sources historiques. On n'a pas retrouvé, évidemment, physiquement l'objet. Mais en tout cas, dans les archives, on a retrouvé la présence d'un chevalet de torture dans cette cave. Ah ben, on va peut-être s'éloigner de la torture. Je préfère aller dans les jardins dans ces cas-là. Allons-y. Nous voici maintenant dans le jardin du musée de Flandre. Il est méconnu, on peut le visiter? Ah bah oui, tout à fait, il est ouvert en même temps que le musée. On a beaucoup de chance d'avoir plusieurs très beaux rosiers dans le jardin. Et puis surtout, on a réalisé un partenariat avec la Casseline, qui est une ferme pédagogique à quelques minutes à pied du musée. Et les bénévoles de la Casseline ont identifié dans les tableaux de l'exposition, donc dans les tableaux de Jan Bruegel l'Ancien, pas moins de 89 espèces végétales différentes, donc des plantes, des fleurs. Et certaines de ces espèces ont été replantées par les bénévoles de la Casseline dans notre jardin. Ces plantons, ces espèces distinguées, 89 espèces différentes, certaines ont été plantées. Il y en avait qui existaient déjà? Oui, comme par exemple les rosiers justement, ou encore le pommier. La pomme, c'est vraiment un fruit qui est très représenté dans les œuvres de Jan Bruegel et puis qui a une connotation évidente aussi en termes d'histoire de l'art, c'est le fruit défendu. Ou alors pour ceux qui sont en 6e par exemple, le fruit qui est donné par Paris pour choisir la plus belle des déesses. C'est vrai, et vous faites bien de le dire parce qu'on a justement dans le musée, dans l'exposition, un tableau qui représente le début de cette scène du jugement de Paris. Eh bien voilà, comment la guerre de Troie va nous amener à découvrir l'exposition temporaire. Allons-y, on se retrouve directement dans le musée. Très bien. Et voilà, on était dans le jardin, direction donc l'exposition temporaire, passage par cet escalier incroyable. Il raconte aussi le musée. Alors c'est l'escalier principal du musée, en effet, c'est un escalier qui date de la fin du XVIIIe siècle et qu'on a intégralement restauré il y a 2 ans. Donc, avec le temps, avec les affres du temps, il est commencé à s'affaisser et on l'a restauré. Parfait. Et ben, c'est un escalier monumental pour nous amener dans l'exposition temporaire. On est de retour maintenant dans l'exposition temporaire consacrée à Bruegel et Van Balen.
Bruegel, on le comprend, 400e anniversaire de la mort. Pourquoi est-ce que vous les avez associés tous les deux? Eh ben, tout simplement parce que Hendrik van Balen, que vous découvrez ici, est le plus grand collaborateur de Jan Bruegel, l'ancien, qui est ici aussi représenté. Et autant le grand public connaît bien le nom Bruegel, autant le nom de Van Balen est beaucoup plus passé sous silence. Et c'est finalement l'une des raisons d'être du musée de Flandre que de remettre en lumière des artistes oubliés. Des artistes oubliés, des artistes méconnus et des œuvres aussi méconnues parce qu'elles ne sont pas de chez nous. On va s'intéresser à ces 4 huiles sur cuivre qui ont une histoire particulière parce qu'elles sont de Bruegel, toutes les 4, mais elles ne vivent plus ensemble, je vais le dire comme ça. Oui, c'est ça, c'est un ensemble qui a été dispersé au fur et à mesure du temps. 4 magnifiques petites huiles sur cuivre qui sont toutes signées, datées Jan Bruegel l'Ancien 1601. La première représente le déluge et nous vient d'une collection à Zurich. Donc en Suisse. En Suisse. Le déluge qui allait de pair avec le jugement dernier, aujourd'hui conservé dans une collection privée britannique. Le couronnement de la Vierge, qui était appelé également le paradis, aujourd'hui dans une collection privée britannique également, qui fait écho à l'enfer. L'enfer, magnifique tableau qui nous vient d'une autre collection privée, mais cette fois-ci à New York. Alors ce qui est rigolo, amusant, vous prendrez comme vous le voulez, entre Van Balen et Bruegel, c'est que Bruegel il fait très attention aux détails, au décor, même s'il y a des personnages. Van Balen lui fait très attention aux personnages et c'est peut-être là qu'ils se sont retrouvés tous les deux. Alors allons voir justement cette représentation des personnages et ces natures mortes dans une œuvre culte. C'est sans doute le tableau qui illustre le mieux la symbiose parfaite qui existe entre les deux artistes. Donc Jan Bruegel l'Ancien qui va réaliser cette magnifique guirlande faite que de fruits et de légumes, mais aussi de toute une foule d'animaux qui vient l'animer justement. Et puis Hendrik van Balen qui va réaliser les personnages, donc que ce soit ces poutis ou encore à l'intérieur du médaillon ou encore les nymphes qui sont en train d'abonder justement cette guirlande. Les poutis, je peux dire, c'est les petits angelots, c'est ça, j'ai le droit de le dire. Oui, et si vous les comptez bien, il y en a 12. 12 pour les 12 mois de l'année. Et alors justement, on peut rentrer comme ça dans le sujet du tableau. Donc vous avez Jupiter et Junon qui sont tout en haut et qui offrent à la Terre cette magnifique guirlande de fruits et de légumes, l'abondance en fait dont a besoin la Terre. Avec Bruegel et Van Balen, on se rend compte du travail de la création d'une exposition temporaire. Combien de temps ça prend? Tout ça, ça demande du temps. Ensuite, il faut faire des demandes officielles. Ensuite, il faut négocier avec certains prêteurs qui sont plus ou moins exigeants et qui nous demandent de faire des réencadrements, de faire des restaurations. Ils peuvent vous demander aussi une mise en lumière ou en exposition particulière, c'est-à-dire on veut que notre tableau ça soit le deuxième quand les... Alors non, pas dans l'ordre, heureusement, parce que ça ce serait difficile je pense pour nous, puis ça nous briderait peut-être aussi un peu dans notre choix scénographique, mais par contre on a des prêteurs qui nous demandent par exemple des mises à distance, comme c'est le cas ici, pour éviter que le public soit trop proche du tableau. Là vous savez déjà quelle sera la prochaine exposition temporaire forcément? Je travaille déjà dessus. Vous travaillez déjà dessus, ce sera donc pour 2026? C'est ça, en mars 2026. On programme une exposition d'art contemporain autour de Marie-Jo Lafontaine, qui est une artiste belge. On ne vous a pas tout montré, il va falloir venir découvrir. En plus, ce qui est agréable, c'est que dans certaines pièces, on peut se poser tranquillement. Rien que là, ici, dans la pièce des paysages, c'est magnifique. Le temps pour vous, Cécile, de nous rappeler aussi qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour donc tous les publics. Oui, c'est vrai qu'on soit enfant, on peut venir fêter son anniversaire, par exemple, au musée les mercredis ou les samedis après-midi, qu'on soit en public en situation de handicap, parce que vous savez que le musée a obtenu le label Tourisme et Handicap sur les 4 types de handicap. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de proposer des visites en LSF, par exemple, en langue des signes française, en audio-description, mais aussi des visites tout simplement peut-être plus réduites, comme par exemple des visites flash qui durent 20 minutes au lieu des 1 heure traditionnelles. Ouais, c'est ça qui est donc très intéressant pour ce musée de Flandre. Si vous allez sur le site, vous verrez que vous pouvez même faire du yoga à l'intérieur du musée. Ça, je vous en dis pas plus, comme ça il va falloir vous renseigner. Le musée, forcément,
on l'apprécie, mais il n'y a pas que moi qui le pense, il y a vous aussi qui le pensez et vous qui nous l'avez dit. Là, on vous écoute. Je connais bien ce musée, je suis déjà venu au moins 5 ou 6 fois, à l'occasion à chaque fois d'une exposition. Je viens spécialement de Paris pour la voir. J'admire beaucoup le bâtiment qui est très beau parce qu'on traverse des salles où il y a de très belles boiseries et l'architecture extérieure également est très très belle. Donc le cadre déjà est très beau et en général les expositions sont très bien présentées. J'ai une amie Christine qui m'a proposé de venir visiter cette expo. Et j'aime bien tout le décor en bois, les boiseries, le sol. Non, je trouve que c'est vraiment bien. C'est merveilleux. Puis j'adore le musée des Flandres. Je ne suis pas venue depuis très longtemps, mais depuis qu'il a réouvert, je n'étais pas venue. Donc j'aime beaucoup. C'est assez intimiste, c'est fait avec beaucoup de goût. Tout est beau, les parquets, les murs, tout est beau, tout est magnifique. Si comme Christine, vous voulez venir donc au musée ou revenir au musée de Flandre, eh bien sachez qu'il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et le samedi et dimanche, c'est en continu de 10h à 18h, donc ici à Cassel. Voilà un peu pour notre balade dans le musée de Flandre et donc au niveau du patrimoine de Cassel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce numéro Honore ses trésors et donc on s'intéresse maintenant à Cassel. Et qui de mieux que le maire de Cassel pour représenter Dominique Joly. Bonjour. Bonjour. Et puis Eugène Aubrèche, le chef étoilé du restaurant Au Bonheur de la Table. C'est le restaurant qui a l'étoile, mais vous quand même. Oui. Qui s'est laissé un petit défi justement en lien avec notre musée de Flandre. On va en reparler justement. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. On va resituer un petit peu Cassel pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Je pense que c'est toujours assez intéressant. Cassel, donc un peu au centre de tout, au cœur des Flandres, pas très loin, à mi-chemin avec Dunkerque, à mi-chemin de Lille. Est-ce qu'on peut dire quelque part que Cassel, c'est un peu le cœur du Nord? Oui, si on veut, c'est surtout le cœur de la Flandre. Et au niveau tourisme, c'est un petit peu le cœur du tourisme en Flandre. C'est ce qu'on se rappelle à dire en cœur de Flandre Aglo, Cassel, le tourisme, Cassel, son patrimoine, hein, son musée, Cassel c'est beaucoup, c'est le tourisme avant tout, et Cassel c'est magique. Et Cassel c'est magique à tel point qu'il y a 7 ans maintenant, Cassel avait été élu village préféré des Français, c'était en 2018. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ça? Et qu'est-ce que ça apporte encore aujourd'hui à Cassel et aux habitants de Cassel? Alors Cassel, oui, en 2018, élu village préféré des Français. C'est vrai que on surfe plus sur la vague comme cela a été quand on a eu ce fameux titre. Hein. Mais cependant, nous essayons aussi de garder au niveau de la municipalité un dynamisme, surtout un éclat, de dire on va continuer à surfer sur cette vague et on va donner à Cassel un petit peu de peps, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'à Cassel il se passe quelque chose. Donc voilà, et on s'attelle à ça, et je pense qu'on le fait bien avec aujourd'hui, je parle des terrasses en musique, de l'été en musique, on continue tout ça pendant tout l'été, vous allez avoir des manifestations qui vont garder le visiteur à Cassel. Et garder le visiteur pour justement voir ce patrimoine, je pense aux remparts, je pense aux moulins. Comment est-ce que la ville conserve tout ça ? Alors c'est toujours, comment je vais vous dire, on a des agents qui s'attellent à nettoyer ces remparts, à garder ces remparts propres. Hein. Le patrimoine, c'est sûr qu'on l'entretient. Hein. L'église, la collégiale du XVIIe siècle, elle a refait peau neuve avec une toute nouvelle façade. Et bien sûr le moulin, pareil, le moulin est là. On a quand même un panorama en haut de Cassel qui fait plaisir à voir. Un 360 degrés sur la Flandre. Je pense que c'est magique quand on regarde ça et qu'on voit ça d'en haut. Et là, vous me tendez une perche merveilleuse du panorama, puisque le panorama, on voit au bonheur de la table de votre restaurant, Eugène Aubrèche. Alors, à la base, vous êtes du Cateau-Cambrésis. C'est ça, oui. Pourquoi Cassel, ce coup de foudre? Quand on s'est installé avec mon épouse il y a 12 ans, en fait, on voulait... Avec Marie-Pierre. Avec Marie-Pierre, voilà, c'est ça. On voulait sur la métropole lilloise, mais la conjoncture pour les sachets n'était pas forcément au mieux. Donc, nous, on avait travaillé que dans des grosses maisons, 2 et 3 étoiles. Les banques nous ont dit non, mais pour l'instant, nous, on vous connaît pas. Donc du coup, on ne vous suivra pas sur des montants aussi importants. Donc élargissez plutôt vos recherches sur la Flandre, ces choses-là. Et mon beau-frère était proviseur au lycée des Flandres. Il m'a dit, Cassel, il y a un potentiel client qui est énorme. Justement, il y a un gastro qui est à vendre. Et donc, pourquoi pas? Et donc, on s'est rapproché des anciens propriétaires. Et puis voilà, nous l'arrivée à Cassel. Et donc, le nom est resté le même, oui. Au bonheur de la table. C'est le seul étoilé dans les Flandres. C'est bien ça, oui. Et alors...
histoire d'ajouter un petit peu plus à l'étoile, vous lancez des défis un peu fous, puisque là, le musée de Flandre, avec son exposition, vous a proposé de jouer avec lui pour proposer des plats différents. Racontez-nous ce qui s'est passé en fait, et montrez-nous après ce que vous nous avez amené. Cécile Lafont, qui est directrice donc, du musée des Flandres, elle m'appelle en début d'année, elle me dit tiens, on a une exposition qui va démarrer sur Bruegel. Est-ce que ça tente de nous proposer 5 recettes pour 5 tableaux ? Je dis oui, puisque souvent la gastronomie est liée avec l'art, donc du coup, pourquoi pas. Et donc on s'est vu 3-4 fois, on a sélectionné 5 tableaux, et d'après ces 5 tableaux de Bruegel, qui est vraiment très très riche au niveau produit, au niveau paysage, toutes ces choses-là, elle m'a dit, bon ben voilà, ta carte blanche, maintenant tu fais ce que tu veux. Et là où on a poussé aussi le défi un peu plus loin, c'est qu'en fait, en venant au musée, en fait, en scannant, on peut retrouver les recettes en vidéo. Oui, on les a fait en vidéo, plus support papier. Donc comme ça, le client peut vraiment arriver à se retrouver et à pouvoir suivre pas à pas la recette. Alors là, vous nous proposez justement une des recettes. Alors voilà, vous allez devoir lever un petit peu l'assiette au niveau du micro. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on retrouve donc de ces fameux tableaux ? Donc là, c'est l'un des tableaux phares donc, de Bruegel. Donc c'était vraiment sur le thème de la nature. Et donc il y a très très peu de matière animale, juste le haddock qui rappelle un peu la mer du Nord, puisqu'en fait Bruges fait partie d'un des lieux de passage de Bruegel. Donc on l'a poussé le vis vraiment loin en faisant la recherche entre le végétal, l'atmosphère autour, puisque ici, moi je vais venir amener un coulis qui est à base d'épices, parce qu'à l'époque, Bruges était un port où on pouvait donc échanger, et donc les épices étaient un moyen d'échange, et en fait on vient le verser tout autour pour agrémenter le plat. Donc là c'est un crémeux d'asperges avec toutes des herbes que l'on peut trouver dans le jardin. Donc vous avez du mouron des oiseaux, de l'oxalis, des fleurs de cerfeuil. Et voilà. Comment ? Alors vous pouvez le pencher un tout petit peu. Voilà ce que ça donne. Voilà, les couleurs, elles sont très jolies. Et donc ça, en fait, vous allez, en venant au musée, vous scannez et vous pouvez repartir directement à les recettes et le refaire chez vous. Là, on peut les trouver en ce moment au restaurant ? Alors, ce ne sont pas des plats qui sont mis actuellement au restaurant. C'est vraiment une création qui a été faite que pour le musée. Mais pourtant, et c'est ça qui est amusant, c'est parce que vous travaillez donc avec le jardin et votre cuisine, elle est locale, avec les produits locaux, les produits de la mer, les produits de chez nous. C'est facile de travailler au local aujourd'hui avec des produits de saison. C'est vrai qu'en Flandre, on a quand même une chance inouïe. C'est qu'en fait, le territoire est tellement riche. On a une brasserie. Donc moi, ça m'arrive de faire des plats avec la drèche. Donc la drèche, c'est donc le résidu qui sert à faire la bière. On a des éleveurs de volailles. Donc on a le ferme à Belay qui est juste en bas de Cassel. On a Julien Dequitte qui aujourd'hui rayonne sur toute la métropole, même au-delà, avec ses pigeons. Donc aujourd'hui, le territoire est tellement riche. On a énormément de fermes qui font du maraîchage aussi. Donc on essaye, nous, de faire une cuisine qui se limite. Alors je ne m'interdis pas d'autres produits, bien sûr, mais à peu près à 20-25 km autour de Cassel. Et ma carte est construite par rapport à ces produits-là. Cette cuisine, c'est aussi ce qui fait la renommée de Cassel ? Oui, tout à fait. Avec votre restaurant, avec les estaminets, parce qu'on peut trouver de tout à Cassel, d'un point de vue restauration de midi ou le soir même. Exactement. Donc, on a de l'estaminet jusqu'à l'étoilé, au bonheur de la table, chez le chef Jeanne Aubrèche. Donc voilà, on a vraiment de tout, et je pense que toutes les personnes qui viennent à Cassel... ils ont de quoi passer. On a tous les ingrédients pour passer une très bonne journée et pourquoi pas un très bon week-end. Très bonne journée, très bon week-end. Carnaval, forcément. Ouais. J'ai lu que pendant 16 ans, vous aviez porté Reuse Papa quand même. Oui, tout à fait. C'est le géant de Cassel, le géant symbolique. Oui, tout à fait. Pendant 16 ans, j'ai porté. Donc, voilà, je n'ai pas voulu battre des records. Je n'ai pas arrêté bonheur. J'ai arrêté. J'avais environ 55 ans. Mais voilà, je pense qu'il y a des jeunes derrière qui ont vraiment envie de porter ce géant, et il faut continuer, il faut perpétuer cette tradition qui fait que les géants doivent être portés. C'est ça, c'est le vivant d'un géant, et il faut le garder, voilà. Des géants qui sont baladés, alors c'est peut-être aussi ce symbolique, les pavés, je pense que ça aussi, ça crée quelque chose. C'est territoire, c'est vraiment cette grande place en pavé. Aujourd'hui, dans la région du Nord, il n'y en a plus beaucoup, ça ressemble un peu à Bruges, mais... Voilà, pas forcément... il faut les garder, ces pavés. C'est la Flandre. C'est pavé, et puis ce sont des pavés qui sont réputés. Et puis aussi la montée, on est à 176 mètres de hauteur, c'est ça ? Au point culminant. Au point culminant, qui fait plaisir aux cyclistes. Il y a les 4 jours de Dunkerque qui passent chez vous, plusieurs fois le Tour de France. On voit aussi Cassel, donc avec les hélicoptères. Ça ajoute encore à Cassel ces pavés pour le sport ? Oui, tout à fait. On a eu...
ce fameux championnat de France qu'ils ont laissé quand même, qu'ils ont fait. Ils ont un peu de dégâts quand même. Voilà, ils ont quand même laissé dans les mollets des cyclistes et dans l'esprit des cyclistes. En 2023, les amoureux du cyclisme, voilà, ils ont laissé quand même une belle empreinte. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 10 ans, pratiquement 12 ans, pardon, qu'on a les 4 jours de Dunkerque tous les ans, qui font une étape reine à Cassel, hein, avec pratiquement une journée, avec 6 montées, quelquefois 8. Les montées en pavé, bien sûr, ce qui donne du piment à tout ça. Et bon, c'est une terre. Comme notre président d'Aglo, M. Valentin Velloval, a tendance à le dire, de toute façon, la Flandre, c'est une terre de cyclistes. Voilà, c'est une terre de vélo, et on aime le dire, et on en est persuadé. De cyclistes et aussi de cyclomoteurs, je vais le dire comme ça, de moto. Et là, on va rendre hommage à Timothée Petitsec. Encore une fois, lors du cyclocross, il y a un prix à son nom qui existe. Ça aussi, c'est une figure. Il était cassellois. Tout à fait. Tout à fait, Timothée était cassellois. Aujourd'hui, son frère, son père, ses parents lui rendent hommage avec un trophée, Timothée Petitsec, qui a eu lieu la semaine passée et qui s'est, ma foi, très bien passé. Donc les pavés, la nourriture, le patrimoine, le moulin, le sport également. Donc avec ces pavés, donc on a bien dans les jambes des chemins de randonnée également qui existent aussi autour. On n'est pas obligé de venir uniquement en vélo ou en moto. C'est ça qui est l'avantage. Alors si vous aussi vous souhaitez donc que l'on vienne découvrir votre patrimoine, eh bien vous scannez ce QR code et puis vous nous laissez un message pour nous dire pourquoi votre ville, votre village est un trésor de notre région. Et promis, avec Théodore Anjon, on viendra vous faire un petit coucou, on viendra à votre rencontre. Dominique Joly, maire donc de Cassel, et Eugène Aubrèche de Bonheur de la Table de Cassel. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et d'avoir donc présenté ce patrimoine de Cassel. Merci. Merci bien.